Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question que est-ce que croire en un monde meilleur est une utopie? Alors on va un peu développer ce que c'est que l'utopie, mais c'est vrai que confronté à l'échec du toujours plus et déçu par nos gouvernants, est-ce qu'il n'est pas temps de se prendre en main, de repenser le monde à partir de notre créativité et de la mise en commun de toutes nos ressources, qu'elles soient personnelles, matérielles, intellectuelles, spirituelles? Est-ce que c'est une utopie? Alors, on pourrait penser que l'utopie, c'est quelque chose un peu fou, mais quand même, qui aurait pu penser que le mur de Berlin tomberait en une nuit, hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça un peu de rêver? Alors, dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est l'utopie, voir si l'utopie a fait avancer le monde et si nous pouvons imaginer un monde meilleur. Nous irons également faire un petit tour du côté de toutes les traditions qui annoncent un avatar lors des périodes critiques pour l'humanité. Alors, le mot utopie, il a été imaginé par un Anglais qui s'appelle Thomas More, et sur les conseils de son ami Erasme dans les années 1516. Utopia, c'est une île qu'il a imaginée où il y aurait un monde complètement idéal, paradisiaque. Si vous voulez, je vous lis un peu ce qu'il en dit, hein. La population travaille la terre à raison de 6 heures par jour, moins si la récolte est abondante. La nourriture est variée et largement suffisante pour substanter toute la population. Le travail n'est pas le but de l'existence. Aussi s'efforce-t-on de pratiquer d'autres activités culturelles afin d'éviter l'oisiveté plutôt déconsidérée. L'unité sociologique est la famille, et l'on veille à ce que sa taille ne change guère d'une année sur l'autre, etc., etc. Alors, c'est assez sidérant de voir qu'en 1516, on a pu imaginer un monde pareil, hein, parce que c'est vraiment très moderne, et ça a été effectivement considéré comme une utopie. Alors, il faut attendre après en 1818 hein, pour utiliser le mot utopiste, qui c'est la première fois qu'il apparaît dans le dictionnaire. Sa principale caractéristique concerne à ce moment-là l'édification d'une société juste, idéale, égalitaire. Elle est souvent associée au socialisme parce que c'était l'époque de l'industrialisation et qu'on s'est rendu compte de toutes les difficultés que traversaient les ouvriers. Voilà. Alors, vous voyez que cette utopie a inspiré énormément de gens, hein. Il y a par exemple euh, euh, Voltaire, quand il écrit Candide, Candide, c'est de l'utopie. Et puis alors, je peux, et dans d'autres domaines, par exemple Jules Verne, c'était utopiste quand il parlait de personnes qui allaient sous la mer dans des bateaux et tout ça, alors qu'après, il y a eu tous les sous-marins. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est de la folie de penser que l'utopie peut se réaliser? Non, elle peut se réaliser. Et je pense même que l'utopie, c'est ce qui fait progresser le monde, hein. Alors, en général, l'utopie, elle se crée à partir d'une envie hein, qui est liée à une révolte un peu individuelle, non égoïste, face à l'iniquité de la société. Alors, après un temps d'observation lucide et méthodique de la société contemporaine considérée comme un cas pathologique, on décide de créer cette utopie. Alors, bien sûr, on a un sentiment d'impuissance, un pessimisme sur les possibilités d'intervention efficace, mais on est quand même poussé, hein, et on crée ce monde, ce mythe, cette cité idéale. Donc, on peut penser aussi, ça nous évoque à la fin de l'Apocalypse, hein, on raconte qu'il y aura une ville qu'on appelle la Jérusalem céleste. C'est une ville qui va être parfaite, idyllique. Alors, ce terme, bien sûr, il est un peu moqué, qui est utopique, est un idéaliste, un rêveur. Et pourtant, hein,
Alors, bien sûr, je ne vais pas aller plus loin là ce soir pour parler d'utopie, hein. Si ça vous intéresse, j'ai consulté un petit livre qui est très, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais il est à l'envers peut-être. Utopie et utopiste de Thierry Pacaud dans la collection Repères. C'est un livre qui est très facile à lire. Si j'ai commencé par cette introduction, c'est parce que peu de personnes pensent qu'on peut radicalement changer de monde et qui en ce moment, il est un peu, il est même beaucoup en débandade, hein, et pourtant il existe pourtant beaucoup de traditions qui annoncent l'arrivée de grands changements. Et en général, au niveau de ces grands changements, il y aura toujours quelqu'un pour aider l'humanité. Alors, je vais vous donner quelques exemples, hein. Par exemple, on parle d'une époque très noire qu'on traverse et qui, paraît-il, se termine, qu'on appelle l'époque du Kali Yuga chez les Orientaux, hein. Et puis, dans la Bhagavad Gita, il est dit car chaque fois qu'il y a relâchement dans l'observance de la loi et recrudescence de l'impiété, en tout lieu, alors je me manifeste pour la libération des justes et la destruction des mauvais, pour le ferme établissement de la loi. Je prends naissance d'âge en âge. Alors, ce qui est intéressant, c'est de penser que d'âge en âge, il y a toujours eu des grands sages, des avatars qui sont venus pour aider l'humanité. Alors, on peut parler il y a eu Confucius, il y a eu euh, Hercule, Hermès, Mitra, Visia, Zoroastre, Krishna, pardon, Santakarana, le Bouddha, le Christ, Mahomet, toutes ces personnes sont venues à des époques différentes, hein, mais à chaque fois pour aider l'humanité. Alors, on appelle ça le messianisme, et ça aussi, c'est un peu moqué, hein, mais on peut quand même en voir que non seulement dans les livres que je vous ai dit, dans ces traditions, il est annoncé le retour d'un âge meilleur, mais par exemple, les Incas, hein, les Mayas, quand ils ont été euh, attaqués par les Espagnols et on a détruit toute leur civilisation, le grand prêtre a dit qu'on allait rentrer dans une période très noire qui se terminerait dans les années 2000, entre les années 2025 et 2030. Donc, vous voyez, on peut espérer. De même, chez les Indiens d'Amérique du Nord, on parle de la femme bison blanc. Alors, cette femme bison blanc, vous pouvez aller lire, hein, c'est très intéressant son histoire. C'est une femme qui a beaucoup aidé les Indiens au moment où ils étaient un peu persécutés au moment de la colonisation, hein, de l'Amérique, hein, euh, c'est peut-être pas le terme, hein, mais quand les Européens sont venus accaparer les terres, les Indiens ont beaucoup souffert. Et donc, cette femme bison blanc, quand elle est morte, les témoins l'ont vue se transformer en un bison blanc, un bison roux, un bison plus beige et un bison noir. Et elle a dit, enfin, ça représentait les races, les couleurs des êtres humains. Et elle a dit, je reviendrai à une époque où tous ces peuples se réuniront et ne seront plus en discorde. Alors, il y a plein de traditions comme ça. Il y a les Birmans qui attendent Setkiapin, le souverain de justice qui unifie les peuples et supprime les inégalités. Il y a aussi, dans la tradition juive, il y a, quand apparaît une vache rousse, c'est l'arrivée du Messie. Or, il y a quelques années, il y a des vaches rousses qui sont nées. De même, des bisons blancs, hein. Je n'ai pas fini. J'ai oublié de dire, hein, que c'est excessivement rare des bisons blancs. Or, on en voit de temps en temps depuis quelques années. Alors, est-ce que c'est l'annonce justement d'un changement, hein?
certainement, parce que non seulement ça peut être un rêve, hein, ça peut être un désir, ça peut être un idéal, mais ça correspond à une réalité, c'est que nous changeons d'air, hein, nous passons dans l'ère du Verseau avec des énergies différentes. Et on sait qu'à chaque changement d'air, il est toujours venu un grand instructeur. Alors, ça peut être, ça va pas être quelqu'un qui va venir pour nous dire, pour créer une nouvelle religion, hein. C'est pas quelqu'un non plus qui va nous dire qui va faire pour nous les choses, hein. C'est quelqu'un qui va nous, qui dit, je suis comme un grand architecte et vous allez être les constructeurs, c'est vous qui allez bâtir votre monde nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait que ça bloque, hein? Pourquoi on n'arrive pas à alors, bien sûr, il y a les gens qui sont plus pessimistes, qui croient, qui ne veulent pas, voir de changement et puis il y a ceux qui ont plus d'espoir et qui se disent: «Pourquoi pas?» Alors ça sera bien sûr un monde, ça sera pas un monde, ce monde rêvé, ce monde qu'on pourrait dire utopique, hein, sauf qu'il va être une réalité. Ça va pas être un monde où on ne va rien faire. C'est pas comme l'âge d'or qui avait été, décrit dans la mythologie, où les gens ne faisaient plus rien, ils avaient tout et donc ils s'ennuyaient, ils n'avaient plus aucun désir et c'était, très mortifère, hein. Non, là, c'est une époque où on va, essayer de, enfin, ce qui va nous être demandé, c'est de cesser avec cette histoire de toujours plus de profit, d'être toujours dans la matière, d'être dans cette productivité, constante, hein, qui d'une part ne sert à rien puisqu'on jette la moitié des choses, d'autre part épuise la planète et en fait, amène beaucoup d'inégalités. Il y a toujours cette histoire de concurrence, hein, qui vient, complètement, perturber le monde et ce qui va nous être proposé, ça va être de, se dire: «Bah, maintenant, on va, finalement cesser ces guerres» et les guerres qui sont liées justement à la concurrence, au manque, quand il y a une inégalité, une injustice, que l'un a pléthore et que l'autre à côté crève la faim, ça peut être quand qu'engendrer de l'agressivité, et déclencher des guerres. Alors, ce qu'on va nous demander, ça va être justement d'établir le partage. Alors, le partage, c'est la seule chose que sur le plan économique, on n'a jamais essayé. On a essayé toutes sortes de choses, hein, il y a plein de notions d'économie, mais on n'a jamais essayé le partage et donc ce partage, il va se faire non seulement au niveau de la nourriture, des biens matériels, mais il va se faire aussi ce partage au niveau des idées, au niveau de la solidarité. Heu le partage, il va être d'une façon plus générale parce que nous entrons dans une époque où les énergies qui arrivent, ce sont des énergies de synthèse. On se rend compte, à l'heure actuelle, qu'on ne peut plus fonctionner tout seul. On voit bien, ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture. On voit tous ces problèmes d'échange, de commerce, hein, combien on est tous interdépendants. Il y a des pays qui fabriquent des choses, d'autres qui ne les fabriquent pas, d'autres qui sont il y a la concurrence, tout ça, ça vient, on s'aperçoit qu'on ne peut plus vivre maintenant en autarcie, en autonomie et que, on est obligé de partager. Et puis ce qui est de beaucoup plus patent, hein, c'est surtout au niveau de la communication, hein. On a maintenant des moyens de communication où on sait exactement ce qui se passe, de partout. On est comme dans un
dans une unité. Hein. Les pays restent les pays avec leurs particularités, comme chacun a une particularité, comme chaque famille a un peu sa couleur. Ça, on est d'accord. Mais on s'aperçoit qu'on est complètement reliés. Et ça correspond aux énergies qui arrivent, qui sont des énergies de synthèse. Et puis, l'autre énergie qui arrive dans cette ère du Verseau, c'est l'harmonie. Hein. Donc, il va falloir qu'on s'entende. Alors, vous me direz que là, en ce moment, on est mal parti, mais justement, c'est peut-être les derniers sursauts et c'est la démonstration comme quoi, si on ne s'entend pas, ben, on va vers des catastrophes. Hein, parce qu'à l'heure actuelle, on voit bien les guerres qui sont aussi quand même bien organisées, orchestrées aussi par les marchands d'armes. Hein, donc, toujours l'argent, toujours le profit. Et puis pour prendre ce que les autres ont, enfin, c'est l'inverse du partage et c'est l'inverse de l'harmonie. Alors, dans ce nouvel ère, hein, bien sûr, euh, il va nous être demandé le partage et puis on va essayer, enfin le projet, c'est que tout le monde soit instruit, tout le monde soit logé correctement, tout le monde soit soigné correctement avec la libre circulation. Et puis, il y a un autre critère, hein, ça va être la notion de essayer de devenir des adultes. Et pour ça, pour devenir des adultes, il faut essayer de savoir qui on est, quel est notre projet. Et donc, ça passe par euh, on avait jusqu'à maintenant la valeur première, c'était le travail. Alors, le travail, oui, le travail, mais une partie du travail pour la société, la moitié du temps pour la société et le reste du temps pour, pour travailler sur soi-même, pour se connaître, pour s'améliorer, pour développer sa créativité. Et donc, grâce à notre créativité, on va pouvoir innover, on va pouvoir faire des tas de choses. Et en plus, on sait que sur un plan scientifique, on fait des découvertes euh, constamment. Et chaque découverte entraîne d'autres découvertes et c'est un peu exponentiel. Et à l'heure actuelle, on est complètement... euh, la science avance à une vitesse colossale. Donc, cette science, cette technologie aussi, va nous permettre d'être libérés de beaucoup de contraintes euh, qui nous obligeaient à faire un travail un peu qui était peu épanouissant, hein, et va nous donner du temps pour être beaucoup plus créatif. Alors, les obstacles, hein, c'est bien sûr notre inertie, hein, parce que si vous voulez, on va avoir quelqu'un qui va venir pour nous aider, mais cette personne, elle va venir si on est en demande. Et donc, pour être, à l'heure actuelle, pour être en demande, il faut être aussi il faut un peu être ouvert et commencer à donner cette notion, ce partage, cette histoire de, d'être un peu plus euh, moins gourmand, si vous voulez, d'être plus raisonnable. Tout ça, ça va activer et ça va faire avancer tous ces changements et l'arrivée de toute cette aide. Alors, nos obstacles, bien sûr, c'est l'inertie, hein, puisque l'inertie, c'est on est les êtres humains, c'est à la fois notre richesse, mais c'est aussi notre difficulté, c'est qu'on est à la fois matière et spirituel. Hein. On a un côté, on a notre corps, on a nos besoins, on fait les expériences par ce biais, mais on est attiré, on a une âme, hein, on a un côté spirituel, et le but de l'avancée, c'est de spiritualiser la matière. Et donc, l'inertie, elle est liée au fait qu'on est un peu trop dans la matière. Donc, à ce niveau-là,
il faut essayer de se booster un peu, hein. Et puis, on a bien sûr la peur du changement, la peur de l'inconnu, enfin, toutes les peurs, la peur des disparitions, enfin, toutes nos peurs. On a une certaine ignorance et puis on a beaucoup, beaucoup nos mirages, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on croit, nos croyances, nos conditionnements, nos automatismes, nos identifications. Et donc, tout ça, c'est des choses qui nous freinent. Mais par contre, nous avons aussi beaucoup d'atouts. Nous avons, beaucoup plus de capacités que nous ne pensons en avoir. On voit dans les périodes de difficulté, hein, par exemple, à quel point on peut se débrouiller, hein. On voit aussi que, heu, par exemple, après la guerre, hein, il a fallu tout rebâtir. Les per les pays se sont vraiment, ont fait preuve d'une vraiment d'un côté très réactif, puisqu'on a débouché sur les années qu'on a appelées les Grandes Glorieuses, hein, où on était, on croyait avoir atteint le le bonheur, hein, si on peut dire. Mais avec beaucoup on a fait beaucoup d'erreurs à ce moment-là parce qu'on est allé trop vite, hein. On a par exemple, il fallait loger des gens qui avaient plus de maison, donc on a construit très vite, des HLM, hein, avec maintenant tous les inconvénients qu'on voit. On a cru que l'idéal, ça serait d'avoir plus, toujours plus, hein. Mais celui qui croit qu'une croissance infinie est possible dans un monde limité, il est fou ou c'est un économiste. Vous le connaissez cette phrase, hein? Donc cette surproduction, on devrait produire que ce qu'on a besoin, hein, et ne pas, dans une maison, quand on fait un repas ou quand on fait un gâteau, hein, moi qui suis, qui en fait, de temps en temps, je le fais en fonction du nombre de personnes. Je ne vais pas faire 10 gâteaux alors qu'il y a que je vais avoir que quelques personnes. Eh bien là, on fabrique, on fabrique, il y a après, il y a plein de voitures qui sont démodées, hein, on ne les a pas vendues, mais elles sont plus à la mode, donc qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, tout ça, c'est vraiment du gaspillage, hein. Donc on a des grandes capacités pour réagir, mais il faut aussi y mettre le mental et réfléchir et anticiper et ne pas voir à court terme et essayer de voir ce qui est bien, ce qui est valable. Voilà et puis, on a des moyens, hein, pour y arriver, hein. Il faut à essayer d'acquérir des capacités, hein, que nous croyons ne pas avoir ou que nous n'avons pas. On est toujours en progrès dans la vie, hein. Il faut toujours essayer de de s'élever, hein. Le fait de s'élever, c'est la caractéristique du spirituel. Hein. Qu'est-ce qui est spirituel? C'est pas forcément ce qui est religieux, c'est même pas le religieux, ça en est qu'une partie. Le spirituel, c'est tout ce qui nous élève. Donc on doit, si on veut créer ce monde, meilleur, hein, il faut essayer donc de développer des nouvelles capacités, bien sûr de corriger des erreurs, savoir pardonner, hein, et remplir une mission même petite. Et la grande chose, c'est de se décentrer de soi-même, c'est-à-dire de ne pas regarder moi, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres et qu'est-ce que essayer de se dire: «Je ne suis pas trop que le centre», hein. Ça, c'est la recette miracle contre la peur, mais pas seulement. Alors c'est ce qu'on appelle le détachement. Il faut aussi avoir la sincérité du cœur, hein, c'est-à-dire, heu être, tout à fait, être ce qu'on est, hein, et pas jouer la comédie, hein, ça va aider
et puis avoir l'honnêteté du mental, c'est-à-dire ce qu'on dit et ce qu'on fait et ce qu'on pense soit sur la même ligne. Alors, on voit que la vie sur Utopia, hein, c'était un peu ce qu'on désire, hein, et ce qu'on désire, en fait, c'est le partage, hein, la justice, la paix et plutôt que d'avoir toujours plus, savoir ce qui est important pour nous. Ça, souvent, on n'a pas besoin de tas de choses, hein. Ce qui est important pour nous, ça peut être, de se retrouver avec des amis ou de voir un beau paysage ou, ça peut être des choses très simples et ça facilite. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, dont parle Utopia, c'est la notion de famille, hein, qui est une notion qui va continuer à perdurer dans ce monde qu'on imagine, hein, parce que c'est vraiment, heu, l'éducation d'un enfant, c'est vraiment la base, hein, c'est ce qui va aider, l'humanité. Si les enfants sont élevés, correctement, sont aimés, heu ou leur personnalité, la personne qu'ils sont pris en compte, fatalement, ça va améliorer l'ensemble. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, hein, parce que je vous conseille de lire un livre qui s'appelle, Les messages de Maitreya, le Christ, aux éditions Partage Publications. C'est des messages qui ont été donnés par le biais de Benjamin Crème, hein, qui recevait ces messages de la personne qui doit venir et qui explique comment il va venir, ce qui va se faire, ce qu'il espère, et c'est un très beau livre. En plus, il y a aussi Le Retour du Christ de, Alice Bailey dans les éditions, aux éditions Arcane. Alors en conclusion, je peux vous dire que l'utopie mérite toute notre attention comme objet d'histoire, hein, à la fois politique, économique, sociale, culturelle, et comme espérance pour réorienter notre petite planète qui s'affole dans une direction propice à une plus grande harmonie entre les humains et entre les humains et la nature, parce que dans ce monde futur, donc on va réaliser, on va peut-être, enfin, on va sûrement prendre plus en compte les autres règnes, hein, qui sont aussi très importants et qu'on qu'on a un peu négligés. Voilà. Alors, oui, on me pose la question, changement d'ère, on est dans quelle ère actuellement? Actuellement, on vient d'entrer dans l'ère de Verseau et on vient de quitter l'ère du Poisson, et c'est dans cette ère du Verseau, je vous explique que ce sont les qualités de synthèse et d'harmonie, alors que dans l'ère du Poisson, on avait développé plus notre idéalisme, notre individualité, et on imaginait un monde meilleur, mais on ne l'a pas mis en pratique parce qu'on l'a un peu trop idéalisé, et surtout, il y a des mouvements qui se sont créés et qui étaient en opposition. Il y avait par exemple, le communisme contre en politique, le communisme contre le libéralisme, alors que le communisme, c'est le partage, mais c'est pas de liberté. Le capitalisme, c'est la liberté, mais c'est pas le partage. Mais heu, à quoi bon les opposer? On peut trouver des valeurs dans chacun.
Et c'est par exemple euh, ce qui nous est dit de l'ère qui va venir, il y aura une part, la majorité sera sur le plan du socialisme, enfin du partage en commun, mais tout ce qui est d'ordre privé restera du domaine en économie du capitalisme. C'est-à-dire qu'on aura euh, tout ce qui est du domaine privé, ça nous regarde, nous. Par contre, tout ce qui est l'éducation, la justice, les soins, tout ça, c'est plus du domaine du collectif. Et donc, il n'y a pas lieu d'opposer. Hein, c'est pas, voilà. Alors, quand vous me demandez aussi la question, pouvez-vous préciser qu'est-ce que spiritualiser la matière? Alors, spiritualiser la matière, c'est d'essayer d'être la matière, elle a au niveau atome, elle est beaucoup plus lourde. Hein, et donc, au fur et à mesure qu'on affine nos corps et le corps physique, le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental qui nous compose, hein, qui compose notre personnalité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on progresse, qu'on s'améliore, qu'on regarde un peu les autres, c'est-à-dire que les grands signes, hein, de la spiritualisation, c'est surtout à partir du moment où on est moins tourné sur soi-même, mais on est dans le service par rapport aux autres, et puis qu'on est un peu dans la méditation, sachant que la méditation, c'est pas forcément euh, euh, être dans une chambre et se relier. Hein. Ça peut être, on peut méditer en regardant un paysage, on peut méditer en travaillant, en faisant quelque chose de beau. Voilà, alors tous ces efforts qu'on fait, toutes ces améliorations qu'on fait, nous rendent beaucoup moins, nous allègent, hein, si vous voulez, et on devient de plus en plus lumineux. Alors, bien sûr, nous, on ne le voit pas, hein, on ne le voit pas à travers, puisqu'on n'a pas la vision encore de la vision éthérique, hein, mais en fait, spiritualiser la matière, c'est ça, c'est de l'affiner, de la rendre de plus en plus, oui, comme on affine comme on mouline un peu de la farine, ou il y a les maçons, eux, ils ont une autre façon de faire les choses. Ils partent de la pierre brute qui petit à petit se polit. Hein, c'est ça. C'est devenir un peu, euh, être plus civilisé, si vous voulez. Hein, c'est ça. Alors, Maitreya, c'est qui? C'est un prophète comme Jésus ou Confucius. Alors, Maitreya, c'est donc la personne que toutes les religions attendent, hein, mais les religions l'attendent sous différents noms. Hein. Par exemple, les chrétiens, ils attendent le Christ, les juifs attendent le Messie, les musulmans attendent l'imam Mahdi, le Messie, les hindouistes l'avatar Kalki, et les bouddhistes attendent Maitreya Bouddha. Donc, on a utilisé ce nom de Maitreya, mais en fait, Maitreya, c'est la personne qui, sur le plan spirituel, est la plus évoluée de toute la Terre, hein, et qui veille, actuellement, elle est présente, mais sur un plan, elle ne s'est pas manifestée dans un corps euh, physique, hein, et elle est là justement, il est là justement euh, pour nous aider, pour nous donner le coup de pouce pour créer euh, cette nouvelle façon de se comporter, de vivre, d'essayer d'être tous vivre en bonne intelligence. Alors, Jésus, c'était quelqu'un qui était aussi euh, un être qui avait un niveau spirituel important,
et qui a accepté pendant sa vie de recevoir l'énergie du Christ pour pouvoir remplir sa mission, hein, et faire connaître au monde qu'il fallait passer par l'amour, hein, parce que c'est le grand, c'est la grande, le grand message de Jésus, hein, c'est l'amour, hein, qui était dans la Bible avant, c'était œil pour œil, dent pour dent, alors que à partir du moment où Jésus est arrivé, il a parlé d'amour. Donc, on a différentes qualités à obtenir. Nous, après, on aura, il y a l'amour, il y a la sagesse, il y a le pouvoir, il y a, voilà. Je vous dis, le pouvoir, c'est la volonté, excusez-moi. Voilà. Alors, Confucius, lui, c'est quelqu'un qui est arrivé à une époque avant et qui a, à un moment de l'histoire du monde, a amené sa connaissance. Alors, ce qu'il va y avoir de différent là, c'est que Maitreya, il va venir, mais il ne va pas venir seul. Il va venir avec on peut les appeler des maîtres, au sens où ils sont maîtres d'eux-mêmes, hein. Ils ont acquis toute la maîtrise de tout leur corps, hein. Et donc, ils vont aider Maitreya. Alors, il va y en avoir, par exemple, va s'occuper va aider au problème de l'eau, un autre problème de l'économie, le troisième de la politique. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au tout début de ces changements, la grande urgence, ça sera de donner à manger à tout le monde, hein. Et donc, il y a déjà à l'heure actuelle des plans qui sont établis, hein, euh, où on sait qu'on peut, par exemple, faire le bilan de tout ce que tous les pays ont au niveau quantité de nourriture il n'y a pas que la nourriture, hein, il y a tous les produits qui servent tout ce que peut produire un pays, aussi bien agricole, industriel, intellectuel et tout ça. Et ce dont il manque, et tout ça, ça va être régi euh, par exemple, par l'ONU, hein, et avec l'informatique, c'est relativement facile à faire. Et on va faire un système de troc pour que chacun ait de quoi se nourrir et de quoi se faire soigner, etc. Et bah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Donc on peut être vraiment, plein d'espoir. Alors effectivement, on se dit: «Mais quand même, ça peut être trop beau», mais même si vous croyez un tout petit peu, ce que vous croyez, ça dynamise, ça amène cette énergie et puis en plus, bah, vous pouvez en parler autour de vous, hein, en vous posant la question, hein, voilà. Donc moi c'est beaucoup plus qu'une utopie, hein, c'est vraiment une réalité qui va arriver. Voilà, bah, écoutez, il n'y a plus de questions, donc je vais vous dire, bonsoir.